Alors, on va changer un petit peu de sujet, on va rentrer un peu plus en détail de ce que sont les GPIO, donc notre General Purpose Input et Output. Donc, ces pattes qu'on peut utiliser à différentes utilités. Et entre autres, on va pouvoir faire 4 utilisations différentes de ces GPIO. On va pouvoir s'en servir comme des sorties numériques. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Hein. Quand on allume ou qu'on éteint une LED, ben en fait, on va envoyer un 0 ou un 1, donc 0 ou 5 volts sur une patte. Et donc ça va permettre d'allumer ou d'éteindre une LED. Donc on a notre circuit qui va avec, qu'on a vu, hein, avec notre résistance qui limite le courant, et puis notre GPIO qui est connecté à l'anode de notre LED. On peut aussi inverser, connecter le GPIO à la cathode, on peut aussi connecter l'anode, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément une logique entre le fait que j'envoie un 1 et ça allume la LED. On peut avoir la logique inverse, c'est-à-dire on peut envoyer un 0 et allumer la LED, c'est même assez fréquent. Alors, puisqu'on a digital output, on a digital input. Donc, eux, ils vont nous permettre, à l'inverse, d'aller lire quelque chose qui vaut 0 ou 1. Donc, on va utiliser, par exemple, avec un interrupteur. Et donc, là, on va aller consulter l'état. Est-ce qu'on a 0 ou est-ce qu'on a 5 volts sur le GPIO pour savoir si on a 0 ou si on a 1. Mais on peut aussi faire de l'analog output. Donc, en digital, ça veut dire qu'on avait 0 ou 1, donc 0 ou 5 volts, alors qu'en analogue, ben on va pouvoir, analogique en français, on va pouvoir avoir n'importe quelle tension entre 0 et 5 volts, entre 0 et VDD. Donc, la différence, quand on est en analog output, c'est qu'au lieu d'avoir une LED qui est soit allumée, soit éteinte, on va pouvoir une LED qui a un niveau de lumière, un niveau d'intensité lumineuse, qui va varier en fonction de la tension qu'on va envoyer. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là, mais ça peut nous servir aussi pour faire varier la vitesse d'un moteur ou ce genre de choses. Donc l'analog output est quelque chose d'assez intéressant en fait pour éviter d'être bêtement dans le 0 ou dans le 1. Et de la même façon, on peut faire de l'analog input. Donc ça, cette fois, au lieu de capter des informations qui sont 0 ou 1, on va capter une tension qui est entre 0 et puis potentiellement 5 volts. Donc ça nous servir sur beaucoup de capteurs, comme par exemple un capteur de température ou un capteur de lumière, où on veut connaître la température de la pièce, c'est pas 0 ou 20 degrés, c'est quelque chose entre 0 et 25 degrés ou plus. Et donc c'est ça qu'on va vouloir mesurer avec le plus de précision possible. Donc sur un GPIO, globalement, on va pouvoir avoir ces 4 types de fonctionnement, enfin, plus ou moins, on va pouvoir avoir ces 4 types de fonctionnement. Donc ça, on va les regarder un petit peu plus en détail. Donc d'abord sur la partie des... alors, j'ai une question en parallèle qui me dit, si j'ai bien compris, une sortie numérique convertit le signal binaire en une sortie analogique conserve le signal sous sa forme. Alors, non, on aura une conversion, mais je vais l'expliquer, tout ça, finalement, dans ce qui arrive. Je vais l'expliquer un peu différent. Donc, un signal numérique un signal numérique, c'est un signal qui va avoir que 2 valeurs possibles, qui sont 0 et 1. Et à 0, en général, on va toujours affecter 0 volts. Par contre, à 1, on va affecter la tension d'alimentation. Donc là, notre système, il fonctionne en 5 volts, donc la valeur de 1, c'est 5 volts. Voilà. En réalité, les seuils sont un petit peu différents, c'est-à-dire que le 1, en fait, c'est tout ce qui est au-dessus de 2 volts, quand on est sur une solution TTL, par exemple. Voilà, parce qu'il c'est pas précisément 5 volts et précisément 0 volts. En fait, on va dire ce qui est en dessous d'un volt, c'est 0, et puis ce qui est au-dessus de 2 volts, c'est 1. Voilà, pour résumer, pour faire le truc un peu simplement. On peut avoir différentes tensions d'alimentation, hein, comme je vous ai dit, on peut avoir du 5 volts ou du 3 volts 3. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à dire le 1 c'est VDD et le 0 c'est la masse, c'est ground. Voilà. Donc ça, c'est un signal numérique, digital. Okay, 0 ou 1. Donc maintenant, une sortie digitale, c'est quelque chose qui va soit valoir 0 volts, soit valoir VDD. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait utilisé la dernière fois quand on a fait notre LED. On va soit mettre low, dans ce cas ce sera la masse, soit mettre high, et dans ce cas ce sera VDD, donc dans notre cas 5 volts. Donc on va pouvoir brancher une LED de cette façon-là et pouvoir l'allumer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien sûr quand on a une sortie, cette sortie-là, elle va pouvoir délivrer un certain niveau d'intensité. Et il va falloir qu'on fasse attention à ne pas délivrer une intensité qui est trop importante. Donc,
pour éviter qu'il se passe un peu n'importe quoi, on va protéger notre système en mettant une résistance, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un GPIO, à l'intérieur du microcontrôleur, il a aussi une protection, ou en tout cas une capacité maximale à délivrer de l'intensité, parce que sinon, si toutes les pattes délivraient toutes 100 milliampères et que vous en aviez 10, ça ferait 1 ampère, et 1 ampère, ça commence à faire un petit peu d'énergie qui passe, donc ça ferait un dégagement de chaleur trop important et ça pourrait griller le processeur. D'accord ? Donc tout ça est globalement protégé. Et par exemple, sur un Arduino, une patte a une capacité d'alimentation autour de 50 milliampères, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que avec 50 milliampères, on peut faire pas mal de choses, comme alimenter des LED. L'inconvénient que ça a aussi, c'est que si on branche une LED directement, ben, on peut envoyer 50 milliampères dedans, alors que normalement, une LED, c'est maximum 20 milliampères. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter nous une résistance supplémentaire pour limiter encore la capacité de la sortie à délivrer de l'énergie. Et donc, par conséquent, on va mettre par exemple une résistance autour d'une centaine d'ohms supplémentaires de façon à pouvoir diminuer l'intensité qui passe au travers de la LED et de cette façon-là, maximiser l'éclairage de la LED tout en évitant d'avoir un dépassement de courant à l'intérieur de cette LED-là. Bon, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Un GPIO en digital, il y a deux choses pour le manipuler, qu'on a déjà vu. Dans le setup, il va falloir le configurer. Donc on va utiliser pinMode comme fonction qui permet de le configurer. On passera en paramètre le numéro de la patte, et puis on va indiquer que c'est une sortie, donc output. Donc le fait de faire ça, en fait, va dire que notre patte est un GPIO utilisé en sortie, et alors, de type digital, ça va en faire partie. Ce qui va vraiment spécifier qu'on l'utilise en format digital, c'est que quand on écrit une valeur, on va faire un digital write. Et là, on va passer toujours le numéro de la patte et on va préciser si on veut envoyer un signal high ou un signal low. Donc high 5 volts, low 0 volts. Voilà. Donc c'est les deux fonctions à connaître pour pouvoir utiliser le GPIO dans ce sens-là. Voilà. Donc un signal digital output, c'est ce qu'on a là, hein, c'est un signal qui vaut soit 0, soit 5 volts. Et pour piloter ce signal-là, on va utiliser la fonction digital write et on indiquera si on va envoyer 0 ou 5 volts sur la patte. Pour une entrée, alors pardon, hop. Donc pour la limitation du courant, oui, c'est ce que, hop, rentrer un peu dans le détail de la limitation du courant. La limitation du courant, elle se fait au travers d'une résistance. Il faut voir la résistance en fait comme un petit goulot d'étranglement. Si on veut essayer de visualiser ça en imaginant par exemple que c'est de l'eau qui circule dans un tuyau, bah, imaginez que vous avez un tuyau qui est assez gros en entrée, potentiellement un tuyau qui est gros en sortie, mais au milieu vous avez un rétrécissement important. Forcément, la quantité d'eau, donc là c'est le nombre d'électrons qui vont pouvoir passer par ce rétrécissement à un moment donné va être plus faible. Et donc par conséquent, dans la deuxième partie du tuyau, même s'il est relativement gros, bah, il y aura un débit qui est plus faible, enfin en tout cas une quantité d'eau qui va passer qui va être plus faible, parce que limitée par la capacité imposée par cet étranglement-là. Donc il faut vraiment voir la résistance comme étant ça, et c'est comme ça qu'on va limiter en fait la quantité d'électrons qui va passer. L'autre point important que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que notre système, c'est pas parce qu'on a une patte qui est à 5 volts que ça veut dire qu'elle active quelque chose. On a même très souvent en électronique ce qu'on appelle des solutions qui sont actives à l'état bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de mettre 0 volts qui va rendre les choses actives. Alors ça, on va souvent le retrouver parce que une patte en l'air, par définition, en fait, son état, c'est 1. Donc c'est un état haut. Et donc, très souvent, on va, pour imposer un signal, on va plutôt forcer à mettre un 0 dessus. Alors ces pattes qui fonctionnent à l'envers, on peut les repérer parce qu'elles sont en général le nom de la patte, le nom du signal est précédé soit d'un dièse, soit éventuellement le nom de la patte et il y a un trait au-dessus qui permet d'indiquer que c'est une logique inverse. Voilà. Donc une logique inverse, ça veut dire que typiquement si je prends une LED, la LED va s'allumer non pas quand je vais mettre 5 volts et donc 1, mais elle va s'allumer quand je vais mettre 0 et donc que je vais la connecter à la masse. Et donc sur le schéma qui est sur la partie gauche en bas, vous voyez des exemples de solutions qui sont actives à l'état bas. En fait, la différence
entre la partie haut qui est active à l'état haut et la partie basse qui est active à l'état bas, eh bien, c'est que la partie qui est commune, qui n'est pas pilotée par la LED, au lieu d'être connectée à la masse, elle est connectée au plus. Donc, si je connecte par défaut au plus, dans ce cas-là, vous comprenez bien que pour qu'il y ait une circulation d'électrons qui se fasse, eh bien, il va falloir que j'ai connecté à la masse de l'autre côté mon GPIO. Voilà. C'est pour ça que du coup, ça devient actif à l'état bas. Ce que représente aussi ce schéma-là, c'est que l'endroit où on met la résistance a peu d'importance. Ça peut être avant ou après la LED. Ça ne changera pas grand-chose parce qu'en fait, si vous reprenez le schéma du haut, le flux d'électrons, même si dans ma partie en haut à gauche, vous avez beaucoup d'électrons, le flux d'électrons, de toute façon, il n'est pas plus important en amont qu'en aval de la résistance. Donc la résistance, elle impose bien un flux d'électrons sur l'ensemble du circuit. Et donc, qu'on mette la résistance avant ou après, ça ne changera absolument rien au résultat de ce qu'on a fait. Donc voilà pour les parties digital output. Et donc maintenant, on va regarder le digital input. Donc non, pardon, on va refaire encore un petit peu de digital output. J'ai oublié un point qui est important, qui est que, comme on a vu précédemment, donc on a vu que la patte, elle pouvait envoyer du courant. On a vu que si le courant était trop fort, il fallait qu'on mette une résistance pour le réduire. Mais il y a un autre cas dont on n'a pas parlé, c'est si la patte, elle n'a pas assez de courant pour alimenter le circuit qui est derrière. Ça va être le cas, par exemple, si on utilise un moteur électrique. Un moteur électrique, pour fonctionner, il va avoir besoin de plusieurs centaines de milliampères. Or, si notre patte elle a une capacité qu'à fournir environ 50 milliampères, ça ne va pas être suffisant pour faire tourner notre moteur. Donc, pour arriver à se sortir de ça, on va pouvoir utiliser un système qui est un transistor, où là, on va pas, alors ceux qui ont déjà étudié le transistor, où on vous a parlé de l'effet d'amplification, de suiveur, d'inverseur et compagnie qu'on peut avoir à un transistor. Nous, on va pas du tout s'en servir comme ça. On va vraiment s'en servir de façon très simple et uniquement en fonctionnement saturé. Et l'idée, c'est juste de s'en servir d'interrupteur. C'est-à-dire que notre transistor, l'idée, c'est qu'on va lui envoyer un petit courant sur la base. Donc ça, un petit courant, on sait faire avec notre GPIO. Et ça va activer le passage d'un courant plus important entre l'émetteur et le collecteur dans le cas qu'on a là. C'est ce que vous avez qui est représenté sur le schéma en haut à gauche. Vous voyez qu'on a un petit flux d'électrons qui arrive sur la base, mais qui permet d'activer un flux d'électrons plus important entre l'émetteur et le collecteur. Et donc c'est ce flux d'électrons-là qu'on va utiliser, par exemple, pour alimenter notre moteur électrique. Donc là, je vous ai fait un petit schéma qui représente ça en dessous, où on voit qu'on a donc un transistor de type NPN qui est en bas, on le reconnaît parce qu'il y a un N. Sur la patte du milieu, on envoie un signal qui vient d'un GPIO, donc un petit courant. Donc ça, c'est notre base, d'accord. Et quand on envoie ce petit courant, eh bien, ça permet de faire circuler le courant entre notre émetteur et notre collecteur. Donc notre émetteur, on voit qu'il est relié aux 5 volts. Et donc le courant qui circule entre l'émetteur et le collecteur, il est mesuré ici avec le matrix qui est affiché. Et là, on voit, alors j'ai mis une petite résistance, voir ce que ça donne, mais du coup, on voit qu'on peut monter à 246 milliampères. Voilà, donc on peut faire passer un courant important, et ce courant-là, il sera suffisant pour aller, par exemple, démarrer un moteur électrique et faire avancer un robot. Alors, ce n'est pas le seul montage qu'on puisse faire, il y a d'autres composants de la famille des transistors qui pourraient être d'ailleurs plus adaptés à ce type de montage, mais comme quand on fait un ETP d'habitude, c'est ce qu'on a sous la main des transistors pour faire ça, et ben, on peut le faire avec un transistor, ça marche et c'est disponible. Donc voilà, donc on peut limiter l'intensité, on peut augmenter la capacité à avoir du courant aussi en utilisant ce type de montage, et donc de cette façon-là, on va pouvoir aussi bien mettre en route et éteindre des LED que mettre en route et éteindre des moteurs. Et donc maintenant, on peut passer à la partie input. Donc on a vu comment en numérique, on pouvait envoyer une information. Et maintenant, on va pouvoir voir comment on peut lire une information. Et là, cette fois, en utilisant un interrupteur. Donc, sur notre interrupteur, on a un montage, là aussi, qu'il faut connaître, qui est assez simple, hein, globalement, et qui emploie ce qu'on appelle une résistance de pull-up. On pourrait utiliser un pull-down éventuellement. Il y a un deuxième montage à côté qui le fait. Mais on va dire qu'on a une résistance, c'est en pull-up ou en pull-down. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ce composant-là,
pour comprendre comment marche ce circuit, c'est de regarder les petits schémas qui sont au milieu en bas de mon slide, sur lequel on voit en fait le circuit correspondant quand on appuie ou quand on n'appuie pas sur le bouton. Donc quand on appuie sur le bouton, c'est celui qui est en haut, en fait, le fait d'appuyer sur le bouton, ça va créer la petite liaison qui est ici surlignée en orange, d'accord, que vous voyez par transparence là. Donc ça veut dire que notre fil qui vient du GPIO, donc c'est celui qui vient sur la partie droite et qui est noir dans ce schéma-là, ben, on voit que au travers du fil virtuel qui est ajouté quand on appuie sur le bouton, on voit que ça nous relie à la masse. Et donc, du coup, ben, le potentiel sur ce fil-là, c'est celui de la masse, donc c'est 0 volts. Voilà. Donc on voit qu'on a une résistance ici, là on peut se poser un peu la question de mais à quoi sert cette résistance, puisque du coup, elle crée un circuit entre la masse et le 5 volts. Donc à ce niveau-là, à la limite, elle nous embête presque cette résistance, parce qu'elle consomme de l'électricité pour pas grand-chose, mais enfin en tout cas, quand on appuie sur le bouton, ça nous permet d'avoir 0 volts. Si maintenant je relâche le bouton, j'ai le circuit qui est en bas. Et là, on comprend l'intérêt de cette résistance-là. C'est-à-dire que si je n'avais pas cette résistance, quand je n'appuie pas sur le bouton, en fait, mon fil de GPIO, il serait connecté à rien du tout. Il serait en l'air. Alors, je vous ai dit, un fil en l'air, ça vaut 1. Donc, potentiellement, on pourrait s'en sortir, sauf que ça vaut 1, mais enfin, c'est quand même assez sensible à tous les parasites qui traînent dans le coin. Donc, ça vaut un 1 qui peut se transformer en 0 assez facilement. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il faut qu'on soit certain que ça vaille vraiment 1. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est de dire, il suffit que mon fil, je le connecte à VDD, et comme ça, quand mon bouton n'est pas appuyé, on a le schéma qui est en bas, où notre GPIO est relié directement à l'alimentation électrique. Et donc, notre GPIO vaudra 1, puisqu'il sera relié à 5 volts, et donc, quand notre bouton n'est pas appuyé, quand on va le lire, on va lire à 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis une résistance et du coup pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré un fil tout simplement? Et bien là, il faut remonter à ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Si on n'avait pas mis une résistance et qu'on avait simplement mis un fil, au moment où j'appuie, vous verrez qu'on aurait fermé un circuit entre le 5 volts et le 0 volts, et donc on aurait fait un court-circuit. Et si on fait un court-circuit, c'est pas bon, ça va passer toute l'énergie, ça a fait resetter en général les devices et potentiellement ça fait griller les composants. Donc pour éviter d'avoir un court-circuit, on met une résistance qui va limiter le courant qui va passer dans cette boucle-là et éviter de créer un court-circuit. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle un pull-up, c'est une résistance qui va tirer le potentiel du fil à une valeur qui est 1 en reliant notre fil à VDD. Alors, on peut prendre différentes valeurs de résistance, là j'ai pris par défaut, c'est une 1K, en général on prend plutôt des 10K, voire des 100K, pour faire des pull-ups, pour consommer moins d'énergie au moment où on a le bouton sur lequel on appuie. Voilà, donc c'est comme ça que marche le système. Donc on peut faire un pull-up, ça veut dire qu'on tire vers le haut, on met à 5 volts. On peut faire le même montage, c'est celui que vous avez à droite, et cette fois c'est un pull-down. Donc en fait, on va tirer vers le bas. La différence, c'est que dans un cas, quand j'ai un pull-up, c'est-à-dire que quand j'appuie pas sur le bouton, ça me renvoie un 1, et quand j'appuie sur le bouton, ça me renvoie un 0. Alors que quand je fais un pull-down, quand j'appuie pas sur le bouton, j'ai 0, et quand j'appuie sur le bouton, quand j'appuie pas sur le bouton, j'ai 0, et quand j'appuie sur le bouton, j'ai 1. Donc ça, encore une fois, c'est de la logique qui va être logique active ou logique inversée, peu importe. C'est un choix, en fait, de la personne qui fait le circuit et du programmeur, de se dire qu'est-ce qui est important, est-ce que je sais que quand j'appuie sur le bouton, j'ai 1 ou 0, peu importe, c'est juste... Voilà, on va être en logique inversée ou pas en logique inversée. C'est pas grave. Voilà. C'est pas quand on appuie, ça fait pas forcément ça qu'il faut que vous ayez en tête. Ça fera ce que le circuit électrique veut faire. Donc à vous d'adapter le circuit électrique par rapport à ce que vous avez envie de mettre dans votre programme. Mais dans tous les cas, ça marche. Voilà. Donc un GPIO, on peut le lire, on peut donc lire 0 ou 1. Donc en principe, dans notre système, on va se retrouver avec un 0 si on est en dessous de 0,3 fois la tension d'alimentation, et puis 1 si on est au-dessus. Une patte non connectée donnera 1, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et puis au niveau configuration, on va utiliser donc une fonction de setup comme précédemment. Donc, on va retrouver notre pin mode auquel on va passer le numéro de la patte et on va préciser cette fois que c'est une input. Et puis pour lire notre signal, cette fois on va faire un digital read
Au lieu de faire, comme précédemment, on faisait un digital write pour écrire, là, on va faire un digital read. On va passer le numéro de la patte qu'on veut lire, et ça va nous retourner l'état de la patte qui va être soit high, soit low. Alors, on a une petite variante dans l'initialisation, puisque un pull-up, comme je vous ai montré ici, on peut donc le faire dans le circuit avec une résistance qu'on va mettre sur la carte, mais comme c'est quelque chose qu'on va faire très souvent, d'utiliser des pull-ups sur des systèmes en entrée comme ça, et ben, à l'intérieur du microcontrôleur, dans sa circuiterie, il y a un pull-up qui peut être programmé. Et donc, ce pull-up, on peut l'activer par configuration en faisant un pin mode de pin avec input underscore pull-up pour spécifier qu'en fait, on veut mettre un pull-up. Donc, si on fait une configuration avec ce setting-là, on n'a pas besoin de mettre le pull-up sur le circuit, sur la board, puisqu'en fait, il est dans la patte. Voilà. En TP, on utilisera plutôt l'input classique et on mettra la résistance sur la board pour le visualiser. Mais par contre, souvent, quand on fait une carte, on préfère utiliser le pull-up interne. Ça évite de mettre un composant supplémentaire sur le circuit, donc de le souder, de l'acheter, ainsi de suite, et de prendre la place liée à ce composant-là.